Ravi de vous retrouver pour une nouvelle expérience de cours télévisé sur la chaîne éducative. Dans ce qui suit, une séquence d'apprentissage vous sera présentée par Moksheh Emira, professeur de SVT au lycée Manzah-Neuf Tunis 2, et ce sous l'assistance pédagogique de Madame Jbara Sondes, inspectrice générale des écoles préparatoires et des lycées. La présente séquence s'adresse aux apprenants du baccalauréat faisant partie de toutes les sections. Et je tiens à vous informer que les connaissances auxquelles vous serez initiés aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre d'études du thème de la reproduction et de la santé, tout en accordant un intérêt particulier à la physiologie de reproduction chez le sujet pubère de sexe masculin, parvenant ainsi à justifier l'intitulé du chapitre auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Il s'agit de la fonction reproductrice chez l'homme. Partant de la catégorie des gonades établie précédemment lors de la classification des organes de l'appareil génital masculin, et ce à l'issue d'une étude anatomique, la classification a été faite, ou bien s'est basée sur le critère qu'est la fonction. Durant la présente séquence, nous n'allons considérer que la catégorie des gonades. Certainement, vous vous posez la question derrière le choix ayant porté sur cette catégorie. Pourquoi avons-nous opté pour ce choix? En effet, les gonades sont les premiers organes à apparaître durant le développement fœtal si l'on s'intéresse exclusivement à la différenciation de l'appareil génital. De plus, une fois les gonades apparues, elles sont capables d'orienter ou bien d'orchestrer la masculinisation de l'appareil génital, conférant ainsi au fœtus son sexe phénotypique. Or, comme vous le savez, en faisant l'objet d'une coupe sagittale, les gonades représentent une compartimentation selon des lobules. Au sein de chacun, on retrouve une multitude d'éléments pelotonnés, baptisés tubes séminifères, constituant l'un des deux tissus spécifiques de la gonade masculine. Et comme vous le savez, en faisant l'objet d'une coupe transversale, le tube séminifère nous montre une compartimentation, une lumière délimitée d'une paroi peuplée d'une multitude de cellules dont l'identité sera révélée dans ce qui suit. Mais n'oubliez pas qu'entre les tubes séminifères existe un espace. Ce dernier se trouve occupé par le deuxième tissu spécifique de la gonade masculine, et on parle ici du tissu interstitiel dont la cytologie montre la présence de cellules de Leydig au contact avec les capillaires sanguins. Mais revenons aux cellules peuplant la paroi du tube séminifère et intéressons-nous à leur étude. En effet, ces cellules sont capables de s'engager dans un processus menant à l'obtention des gamètes. Et toute cellule remplissant cette condition fait partie d'une lignée cellulaire dite germinale. Fait intéressant, toute cellule ne remplissant pas cette condition fait partie d'une autre lignée cellulaire baptisée lignée somatique, à laquelle, ou bien regroupant cellules de Sertoli et cellules de Leydig. Vous remarquez ici, pour ce qui est de l'illustration des cellules de la lignée germinale, nous avons eu recours à l'utilisation d'un code ou bien d'une diversité de couleurs. Plusieurs couleurs. En fait, cette diversité de couleurs est révélatrice d'un code. Un code dont la signification nous est méconnu à ce stade de la séquence d'apprentissage, et c'est ce qui fait émerger le questionnement suivant. Qu'en est-il de la signification du code de couleur se rapportant aux cellules de la lignée germinale? Pour apporter des éléments de réponse à cette question, et afin d'expliquer ce code, en effet, en parcourant l'épaisseur de la paroi du tube séminifère depuis sa membrane basale jusqu'à la lumière, nous remarquons la présence d'une multitude de populations cellulaires qui sont dans l'ordre spermatogonie, spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide et pour finir les spermatozoïdes. Or, comme vous remarquez ici, en passant d'une couche cellulaire à une autre, vous remarquez que l'appellation de la cellule germinale change, ce qui laisse à suggérer qu'en passant d'une population cellulaire à une autre, on va se retrouver en présence d'un stade évolutif. Donc, sommes-nous en présence de plusieurs stades évolutifs d'un processus obéissant à une évolution centripète, ayant pour finalité la formation ou bien la genèse des gamètes mâles. Et si l'on fusionne le terme gamète avec genèse, émerge l'expression gamétogenèse masculine.
Or, comme vous le savez, les gamètes mâles ne sont autres que les spermatozoïdes. Ainsi, en fusionnant ces derniers avec la genèse, émerge le terme scientifique qu'est la spermatogenèse, et c'est ce qui va constituer l'ordre du jour. Atteignant ce stade, il nous est possible de soulever le questionnement suivant: quels sont les stades évolutifs de la spermatogenèse? En effet, tout commence par une cellule dite spermatogonie, baptisée encore cellule souche de la lignée germinale, occupant ou bien se trouvant à proximité de la membrane basale. Et si l'on s'intéresse de plus près à sa garniture chromosomique délimitée par l'enveloppe nucléaire, nous remarquons la présence des chromosomes, des deux chromosomes de la paire 21, des chromosomes communs aux deux genres, d'où leur appartenance à la catégorie des autosomes. Mais pas que. Nous remarquons la présence des chromosomes X et Y, dissemblables de point de vue de leur taille, mais qui sont considérés comme étant des chromosomes homologues, déterminant le sexe de l'individu, d'où leur appartenance à la catégorie de chromosomes sexuels. Le fait de constater la présence de chromosomes homologues est une caractéristique phare de toute cellule diploïde symbolisée par 2N. Et pour pouvoir finaliser la formule chromosomique, il suffit de dénombrer les chromosomes, et l'astuce réside à dénombrer les centromères qui s'avèrent ici au nombre de 4, parvenant ainsi à noter l'intégralité de la formule chromosomique qui est 2N égale à 4. Et à l'issue d'un reste à identifier le nombre de chromatides par chromosome qui s'avèrent ici au nombre de 2, d'où la spermatogonie est une cellule diploïde à chromosomes dupliqués. Et à l'issue d'une multitude de stades évolutifs caractéristiques de la spermatogenèse et qui nous sont méconnus à ce stade de la séquence d'apprentissage, nous parvenons à l'obtention au voisinage de la lumière des spermatozoïdes. Et si l'on s'intéresse à leur garniture chromosomique, nous remarquons que chaque chromosome se trouve en l'absence de son homologue, ce qui ne ressemble en aucun cas à l'état de diploïdie, mais nous sommes ici en présence d'un autre état de ploïdie, dit haploïdie, symbolisé par la lettre N. Reste à dénombrer les chromosomes qui sont au nombre de 2, et chaque chromosome s'avère à une chromatide, d'où la formule N égale à 2 simple. Cette diapositive ou bien ce constat nous permet de soulever la question suivante. Est-ce que la division cellulaire ayant permis l'obtention des spermatozoïdes à partir de la spermatogonie est de type mitotique? La réponse à cette question sera révélée dans ce qui suit. Fait intéressant, mis à part le changement quant à l'état de la garniture chromosomique, vous remarquez ici que le spermatozoïde est remarquablement différent de la spermatogonie. En effet, au noyau haploïde s'ajoutent des organites qui ne s'observent, qui sont plutôt exclusifs aux spermatozoïdes. On parle ici de l'acrosome, du centriole proximal, des mitochondries disposées en hélice au niveau de la pièce intermédiaire, ainsi que le flagelle. En effet, ce processus qu'est la spermatogenèse s'opère à partir d'une spermatogonie diploïde à chromosomes dupliqués pour mener à l'obtention de spermatozoïdes haploïdes à chromosomes simples. Et si l'on compare la garniture chromosomique du spermatozoïde en référence à celle de la spermatogonie, on doit se poser la question suivante: mais qu'advient-il des chromatides restantes? En effet, en dehors de toute anomalie de séparation des chromosomes et des chromatides, nous allons assister à une répartition équitable des chromatides restantes qui seront incorporées dans 3 garnitures chromosomiques supplémentaires, faisant à leur tour partie de 3 spermatozoïdes qui sont haploïdes. Et si l'on s'intéresse à la garniture chromosomique des 4 spermatozoïdes obtenus, il est possible d'établir une typologie. Donc nous remarquons ici la présence de 2 types de garniture chromosomique si l'on raisonne uniquement par rapport à 2 paires de chromosomes dès le départ. Donc nous sommes ici bel et bien en présence d'une diversité génétique des gamètes
contribuant en partie au polymorphisme génétique constaté au sein de l'espèce humaine. Mais qu'en est-il de l'ampleur de ce polymorphisme s'il en raisonne par rapport à l'intégralité de la formule chromosomique caractéristique de notre espèce et qui correspond à 46 chromosomes. C'est ce qui nous amène à étudier de plus près les stades évolutifs de la spermatogenèse. Nous allons dans ce qui suit essayer d'établir la chronologie ainsi que les propriétés des stades évolutifs en question, tout en accordant un intérêt particulier à la transition qui va se faire depuis la diploïdie vers l'haploïdie. Tout commence par une cellule souche de la lignée germinale et on parle ici de la spermatogonie occupant la membrane basale. Et avant de s'engager dans la spermatogenèse proprement dite, la spermatogonie était pour la majeure partie de sa vie au repos et cet état va se manifester par une architecture particulière du patrimoine génétique prenant l'aspect de chromatine, des filaments pelotonnés, enchevêtrés. Et on y distingue par souci de simplification et pour la clarté de la représentation des garnitures chromosomiques, nous n'allons considérer que 4 filaments et vous remarquez ici que les 4 filaments sont agencés par paire. Donc nous sommes ici bel et bien en présence d'une cellule diploïde à chromosome, d'une cellule diploïde dont les filaments sont simples. Et au fur et à mesure que la spermatogonie évolue dans le but de s'engager dans la spermatogenèse, vous remarquez ici la constatation des yeux de réplication faisant apparaître en plus du filament de départ un autre néosynthétisé et ça va se poursuivre jusqu'à l'obtention de 2 filaments de chromatine reliés par le biais de leur centromère. Et c'est à ce moment-là que l'on assiste à un achèvement de la réplication de l'ADN. À l'achèvement de la réplication de l'ADN, nous assistons à un dédoublement des organites, parmi lesquels nous citons les centrosomes, et c'est à ce moment-là que la cellule se trouve prête à s'engager dans la division cellulaire proprement dite, dans le but d'obtenir 2 cellules filles. Et cet engagement va se manifester par un changement quant à l'état de l'architecture du patrimoine génétique, qui va connaître une condensation, donc on parle ici de chromosomes à 2 chromatides, et la formule chromosomique correspond à 2n égale à 4. Mis à part le changement quant à l'état du patrimoine génétique, nous assistons à une à la formation d'une ébauche du fuseau achromatique accompagnée par une disparition de l'enveloppe nucléaire. Tous ces aspects sont révélateurs d'une prophase qui annonce le commencement de la division cellulaire. Et je tiens à vous informer que votre programme officiel accorde un intérêt à l'étude du comportement des chromosomes, c'est-à-dire leur positionnement par rapport à la plaque équatoriale, par rapport au pôle cellulaire, dans le but d'expliquer la manière selon laquelle va se faire la division cellulaire. En effet, au sein de la spermatogonie, ayant entamé la division cellulaire, nous remarquons ici que le fuseau achromatique vient d'achever sa formation. Et fait intéressant, la phase qui va suivre la prophase se caractérise par un positionnement des chromosomes dupliqués selon une file indienne au niveau de la plaque équatoriale. Tous ces aspects sont caractéristiques de la métaphase. À l'alignement des chromosomes au niveau de la plaque, nous allons assister dans ce qui suit à un clivage qui va concerner un clivage des centromères qui va essayer de séparer les chromatides sœurs qui sont identiques sur le plan génétique car elles sont la conséquence directe de la réplication de l'ADN qui s'est faite en amont de la division. Et à l'issue de cette division, chaque pôle va contenir la même garniture chromosomique et durant cette phase, qu'est l'anaphase, le raisonnement doit se faire par pôle cellulaire. La seule différence qui réside ici, c'est que les chromosomes sont devenus simples et c'est la conséquence directe de la séparation des chromatides sœurs. Pour pouvoir obtenir les 2 cellules filles, une cytodiérèse s'impose. De quoi parle-t-on juste lorsqu'on évoque la cytodiérèse? C'est un étranglement qui va s'opérer dans le but d'assurer un partage équitable du cytoplasme, mais pas que,
des organites dont nous citons le centrosome. Et vous remarquez ici une reconstitution de l'enveloppe nucléaire qui va délimiter 4 centromères, c'est-à-dire 4 chromosomes dont chacun se trouve en présence de son homologue. Donc l'état de diploïdie a été conservé et ce propos s'applique aussi à la deuxième cellule. Ainsi, chaque chromosome se trouve à une chromatide. Et c'est l'achèvement de cette cytodirèse qui va permettre d'obtenir 2 cellules filles. Et c'est ce qui va correspondre, identique entre elles, et à la cellule mère à partir de laquelle elle dérive. Et c'est ce qui va constituer la dernière phase de la division cellulaire, et on parle ici de la télophase. Dans le but de passer en revue toutes les connaissances qui ont été présentées jusqu'à maintenant, nous nous proposons de traiter un exercice intégré et en s'intéressant plutôt au devenir de la cellule souche de la lignée germinale. En effet, après avoir observé et décrit le comportement des chromosomes au sein de la cellule souche de la lignée germinale, et on parle ici de la spermatogonie, nous nous proposons de compléter les cases du tableau suivant. Et pour y parvenir, nous allons nous référer à l'illustration qui se trouve à gauche de la diapositive. En effet, la cellule mère appartient à la population cellulaire qu'est la spermatogonie. Ce propos s'applique aussi à la première cellule fille. Nous remarquons ici que pour la cellule mère, chaque chromosome est en présence de son homologue, ce qui caractérise un état de diploïdie. Pour ce qui est du nombre de chromosomes, il suffit de dénombrer les centromères comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et on y dénombre ici 4 centromères, parvenant ainsi à la formule chromosomique 2n égale à 4. Ce même propos s'applique à la première cellule fille. Pour ce qui est de l'état des chromosomes, la cellule mère, pour pouvoir générer 2 cellules filles, elle doit passer obligatoirement par la phase de réplication de l'ADN, justifiant ainsi l'aspect dupliqué de ces chromosomes. Pour ce qui est de l'état simple des chromosomes de la cellule fille 1, ça s'explique par la séparation des chromatides sœurs lors de l'anaphase. Fait intéressant, toutes les caractéristiques de la première cellule fille sont valables à la deuxième. Ainsi, à partir d'une cellule mère diploïde, nous allons obtenir 2 cellules filles qui sont à leur tour diploïdes, identiques entre elles et à la cellule mère à partir de laquelle elles dérivent. Et ce type de division est qualifié de reproduction conforme du fait de la conservation de l'état de diploïdie. Tous ces aspects nous rappellent une division cellulaire qui a été étudiée précédemment et on parle ici de la mitose. Intéressons-nous dans ce qui suit au devenir des cellules filles issues de la mitose de la cellule souche. En effet, sujette à une mitose, la spermatogonie va générer à l'issue de cette division cellulaire 2 cellules filles et ce lors de la télophase. Mais leur devenir diffère quelque peu. En effet, la première cellule fille est capable de regagner la membrane basale, entravant pour l'instant sa participation à la spermatogenèse, mais pour ce qui est de la cellule fille 2, elle est capable de s'engager dans le processus qui constitue l'ordre du jour et on parle ici de la spermatogenèse. Mais revenons à la cellule ayant regagné la membrane basale et essayons d'apporter des éléments de réponse par rapport à la première question, ou plutôt à la première question de la présente activité qui vise à déterminer la finalité du retour de la cellule fille 1 vers la membrane basale du tube séminifère. En effet, ce retour vise à conserver le stock de spermatogonie constant. Et cet aspect ou bien cette caractéristique de la gamétogenèse masculine nous incite à soulever le questionnement suivant. Mais quel serait l'impact de cette conservation du stock de spermatogonie constant sur la durée de la vie génitale chez le sujet pubère de sexe masculin? Et c'est ce qui nous amène vers la deuxième question dont le contenu scientifique est le suivant. Quel serait l'apport de ce maintien du stock de spermatogonie constant sur la durée de la vie génitale chez l'homme? En effet, cet aspect de la spermatogenèse offre à tout sujet pubère de sexe masculin la capacité à concevoir même à un stade ou bien même à un âge avancé. Après avoir étudié
l'importance du retour de la cellule vers la membrane basale et son impact sur la durée de vie, de la vie génitale chez l'homme, nous nous proposons de nous intéresser à la deuxième cellule fille qui est engagée dans le processus de spermatogenèse dans le but d'aboutir à l'obtention des gamètes. En effet, cette cellule va s'engager à son tour dans une mitose, générant des produits cellulaires toujours diploïdes qui seront à leur tour concernés par une autre division mitotique. Donc nous remarquons ici qu'à l'issue de ce processus, ou bien qu'à l'issue de ce stade évolutif, nous remarquons que le nombre de spermatogonies se trouve multiplié, raison pour laquelle la première phase ou bien le premier stade évolutif de la spermatogenèse est baptisé multiplication. Passons en revue toutes les connaissances qui ont été colligées par rapport à la phase de multiplication. En effet, tout commence par une spermatogonie diploïde à chromosome dupliqué. Mais n'oubliez pas que le raisonnement doit se faire par rapport à l'intégralité de la formule chromosomique caractéristique de notre espèce, et on parle ici de 46 chromosomes qui sont dupliqués. Donc cette cellule est sujette à une mitose générant des produits qui sont diploïdes à chromosome simple. Et c'est ce qui nous amène vers le questionnement suivant. Mais qu'est-ce qu'il advient des produits cellulaires de la phase de multiplication, c'est-à-dire les cellules qui vont s'engager dans la spermatogenèse proprement dite et non pas la cellule qui était capable de regagner la membrane basale. En effet, tous les produits cellulaires issus de la mitose connaîtront le même sort. Et ça commence par une augmentation de la taille du fait d'une réplication de l'ADN qui va s'opérer au sein de cette cellule. Et cette augmentation de la taille suffit pour faire modifier l'appellation de la population cellulaire, devenant ainsi un spermatocyte 1, fait intéressant si l'on s'intéresse à sa garniture comparée à celle de la spermatogonie. Nous remarquons qu'elle est identique en tout point. Et cette augmentation de la taille constitue le deuxième stade évolutif de la spermatogenèse, et on parle ici de l'accroissement ayant pour conséquence l'obtention d'un spermatocyte 1 diploïde à chromosome dupliqué. Qu'en est-il du devenir de ce spermatocyte 1? En effet, il va connaître dans un premier temps une disparition de l'enveloppe nucléaire qui va faciliter son engagement dans une division cellulaire dont l'identité nous est méconnue à ce stade. À la disparition de l'enveloppe, nous notons la formation d'une ébauche du fuseau achromatique nécessaire au comportement des chromosomes. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, le spermatocyte 1 est une cellule diploïde. Donc nous remarquons ici, et la preuve, nous sommes ici en présence de chromosomes homologues qui sont au nombre de 4, d'où la formule de N égale à 4. Et chaque chromosome est dupliqué. Tous ces aspects sont révélateurs d'une prophase. Fait intéressant, nous sommes ici en présence d'un comportement chromosomique qui constitue une nouveauté. Ce comportement est baptisé un appariement. De quoi parle-t-on juste? C'est le fait d'observer que chaque chromosome soit en présence de son homologue. Et cet appariement n'a jamais été observé lors d'une mitose, raison pour laquelle le spermatocyte 1 n'est pas engagé dans une mitose, mais dans un autre type de division cellulaire, dit méiose. Le spermatocyte 1 engagé dans la méiose, et après avoir achevé sa prophase, on doit s'attendre à ce qu'il y ait un engagement dans une métaphase. Le fuseau achromatique finalise sa formation. Les chromosomes dupliqués et les chromosomes homologues viennent se positionner l'un en face de l'autre. On parle ici d'un appariement horizontal tout en conservant la diploïdie. Cet aspect est révélateur d'une métaphase. À l'alignement des chromosomes homologues, l'un en face de l'autre au niveau de la plaque équatoriale, nous assistons à un événement qui consiste en une séparation de ces chromosomes homologues, et c'est ce qui symbolise l'anaphase. Et je tiens à vous signaler que
Pour toute anaphase, peu importe une anaphase de mitose ou bien de méiose, le raisonnement doit se faire obligatoirement par pôle cellulaire car chaque pôle constitue une future cellule. Donc ici, vous avez, comme ça a été évoqué tout à l'heure, chaque pôle est une future cellule. Reste à passer par la cytodiérèse qui va permettre l'obtention des deux cellules filles. Donc vous remarquez ici que le spermatocyte 1 étant télophase, chaque chromosome se trouve en l'absence de son homologue. Donc nous sommes ici en présence de cellules haploïdes symbolisées par N. Reste à dénombrer, comme ça a été évoqué à maintes reprises, le nombre de centromères qui sont au nombre de 2, d'où la formule N égale à 2. Et chaque chromosome se trouve à 2 chromatides, N égale à 2 dupliqués. Et si l'on se réfère au code de couleur adopté dès le début de la séquence d'apprentissage, cette population cellulaire constitue ou bien symbolise le spermatocyte 2. Passons en revue les connaissances qui ont été, ou bien les connaissances auxquelles vous vous êtes initié par rapport au spermatocyte 1. Le spermatocyte 1 est une cellule diploïde engagée dans la division cellulaire méiotique. Ça commence par une quantité d'ADN estimée à 4 unités arbitraires. C'est pour vous dire que nous sommes en présence d'une cellule diplo dont les chromosomes sont homologues et les chromosomes sont dupliqués. Or, comme vous le savez, lors de la division du spermatocyte 1, il existe un événement très important, celui de l'anaphase, durant laquelle il y a eu séparation des chromosomes homologues. Et c'est ce qui va permettre la diminution de moitié ou bien la chute de moitié de la quantité d'ADN, expliquant la valeur estimée à 2 unités arbitraires. Et nous sommes ici dans un contexte d'haploïdie. Donc, durant cette transition depuis la diploïdie vers l'haploïdie, les chromosomes demeurent dupliqués. Cependant, cette chute quant à la quantité d'ADN permet de qualifier cette étape de la méiose de division réductionnelle symbolisée par les initiales DR. Intéressons-nous maintenant à la garniture chromosomique du spermatocyte 2 comparée à celle du spermatozoïde. En effet, le spermatocyte 2 est une cellule haploïde au même titre que le spermatozoïde. Donc vous remarquez ici que pour les deux cellules, chaque chromosome se trouve dépourvu de son homologue, deux cellules haploïdes, dénombrant chacune le même nombre de chromosomes. Mais si l'on s'intéresse au nombre de chromatides, vous remarquez qu'il existe une différence. Pour ce qui est du spermatocyte 2, nous sommes en présence de 2 chromatides par chromosome, alors que pour ce qui est du spermatozoïde, on n'en dénombre qu'une seule chromatide. Et c'est ce qui nous incite à vous expliquer en fait la différence quant au nombre de chromatides par chromosome. Et pour apporter des éléments de réponse à cette question, intéressons-nous maintenant au devenir du spermatocyte 2. Les spermatocytes 2 sont les produits de la division réductionnelle qui vont connaître, une fois engagés dans la méiose, la suite de la méiose, ils vont connaître une disparition de leur enveloppe nucléaire. Et au sein du cytoplasme du spermatocyte 2, nous allons assister à une formation d'une ébauche du fuseau achromatique. Et les chromosomes ici sont celles d'une cellule haploïde, dénombrant 2 chromosomes dont chacun est à 2 chromatides, comme ça a été évoqué à maintes reprises. Donc vous remarquez ici que tous ces aspects sont révélateurs d'une prophase, une prophase qui ressemble à ce qui a été observé chez la prophase de la spermatogonie, du fait de l'absence de l'appariement. Cependant, à ne pas confondre, la spermatogonie est diplo. Pour ce qui est du spermatocyte 1, il est haploïde. Et intéressons-nous maintenant à la suite d'événements. À l'issue de la prophase, le lot haploïde va occuper la plaque équatoriale tout en se positionnant selon une file indienne, et c'est la métaphase du spermatocyte 2 qui est suivie par un clivage des centromères et la séparation des chromatides sœurs.
Et c'est ce qui correspond, ce descriptif ou bien ce comportement chromosomique correspond à celui d'une anaphase. Et comme ça a été évoqué auparavant, lorsque nous sommes en métaphase, le raisonnement doit se faire par pôle cellulaire. Qui dit pôle cellulaire dit une future cellule. Et pour pouvoir obtenir les cellules en question, on doit passer obligatoirement par une cytodiérèse, durant laquelle nous allons assister à un partage équitable du cytoplasme et des organites avec une reconstitution de l'enveloppe nucléaire. Il s'ensuit l'obtention de 4 cellules germinales et si l'on se réfère au code de couleur adopté dès le début de la séance, la population cellulaire correspond aux spermatides. Tous ces aspects sont caractéristiques de la télophase du spermatocyte 2. Ainsi, les produits issus de la division du spermatocyte 2 et qui sont les spermatides vont connaître une reconstitution de l'enveloppe, hébergeant un matériel génétique haploïde avec des chromosomes simples, justifiant ainsi la formule chromosomique N égale à 2 chromosomes simples. Passons en revue les connaissances par rapport au spermatocyte 2. Comme vous le savez, le spermatocyte 2 est une cellule haploïde dont les chromosomes sont dupliqués. Chaque chromosome avait connu un clivage, c'est ce qui a permis la séparation des chromatides sœurs qui ont été répartis pour aboutir à l'obtention au final de 4 spermatides. Et durant cette transition, l'état d'haploïdie a été conservé, raison pour laquelle on ne peut pas l'appeler une division réductionnelle. Et ce maintien de l'état d'haploïdie a permis aux scientifiques de la qualifier de division équationnelle. Ainsi, division équationnelle et réductionnelle font partie d'un type de division cellulaire méiotique qui constitue l'événement phare de la 3e phase de la spermatogenèse, et on parle ici de la phase de maturation qui se trouve précédée par la multiplication, à son tour devancée par la phase d'accroissement. Et si l'on compare la garniture chromosomique du spermatozoïde par rapport ou bien en référence à celle de la spermatide, nous remarquons que les deux cellules sont haploïdes et on y dénombre pour chaque cellule une seule chromatide par chromosome. Donc on a la même garniture chromosomique, mais qu'en est-il de la structure? Vous remarquez ici que la structure du spermatozoïde est remarquablement différente de celle de la spermatide. Et sur la base des différences constatées lors d'une étude précédente, vous êtes parvenu à le délimiter selon 3 zones: une tête, une pièce intermédiaire et un flagelle. Et cette structure particulière a permis de qualifier le spermatozoïde en tant que cellule différenciée dotée d'une structure différenciée. À cette structure particulière, nous citons aussi la présence d'éléments cytologiques qui constituent une caractéristique qui ne sont pas plutôt observées chez la spermatogonie. On parle de l'acrosome, du centriole proximal et des mitochondries disposées en hélice au niveau de la pièce intermédiaire. Fait intéressant, le spermatozoïde n'a su garder ou bien conserver de la spermatide que les éléments cytologiques suivants: une membrane cytoplasmique délimitant le cytoplasme au sein duquel on retrouve une enveloppe nucléaire délimitant à son tour un patrimoine génétique identique en tout point, haploïde à chromosome simple, et c'est ce qui symbolise ici le noyau. En effet, durant la transition depuis la spermatide vers le spermatozoïde, nous assistons à de profonds remaniements cytologiques regroupés sous l'appellation commune de phase de différenciation, dite encore spermiogenèse. Une fois initiés au processus de la spermatogenèse, de la gamétogenèse masculine, nous proposons de convertir toutes les connaissances auxquelles vous vous êtes initiés aujourd'hui
selon un schéma ou bien en un schéma de synthèse. En effet, tout commence par une phase de multiplication durant laquelle nous assistons à un engagement d'une spermatogonie diploïde à chromosomes dupliqués. Et je tiens à vous signaler que par souci de simplification et pour la clarté de la représentation des garnitures chromosomiques, nous n'allons considérer que la paire de chromosomes sexuels. En effet, la spermatogonie est sujette à une mitose générant des produits cellulaires et comme ça a été évoqué tout à l'heure, l'une des cellules va regagner la membrane dans le but de renouveler, de maintenir constant le stock et pour assurer une participation du sujet pubère à la reproduction, même à un âge avancé. Pour ce qui est du deuxième produit, il sera engagé ou bien il sera sujet à une autre mitose. Les produits générés à son tour seront concernés par un autre cycle mitotique, faisant ainsi augmenter la numération, d'où la phase de multiplication. Fait intéressant, tous les produits de la phase de multiplication connaîtront le même sort qui va se manifester par une augmentation de la taille, sans pour autant faire modifier la formule chromosomique. Cet aspect correspond à l'accroissement. À ce moment-là, le spermatocyte 1 est prêt à s'engager dans la phase de maturation, ayant pour événement phare la méiose. Les chromosomes homologues du spermatocyte 1 connaîtront une séparation, ce qui correspond à la division réductionnelle. On assiste ici à un partage équitable des chromosomes, obtention de deux spermatocytes 2 haploïdes à chromosomes dupliqués. Reste à séparer les chromatides sœurs et pour ce faire, nous allons entamer la division équationnelle. Clivage, séparation des chromatides sœurs et obtention des spermatides haploïdes à chromosomes simples. Et pour pouvoir atteindre la structure différenciée du spermatozoïde, un passage obligatoire par la spermiogenèse caractérisée par les remaniements cytologiques évoqués précédemment. Ainsi, pour vérifier le degré d'acquisition des connaissances qui ont été présentées durant cette séquence d'apprentissage, nous nous proposons de résoudre un exercice s'inscrivant dans le cadre d'une évaluation formative. Et nous allons nous intéresser dans un premier temps au document 1 illustrant un extrait de l'histologie testiculaire et pour lequel vous remarquez la présence de populations cellulaires désignées par des lettres. Le travail demandé consiste dans un premier temps à reconnaître le tissu spécifique illustré par le document 1. Et pour apporter des éléments de réponse à cette question, nous nous proposons de faire un rappel par rapport à l'histologie testiculaire traitée dès le début de la séance. En effet, les tissus spécifiques de la gonade masculine sont le tube séminifère ainsi que le tissu interstitiel. Et si l'on se réfère à nos connaissances antérieures, nous remarquons que le tissu illustré par le document 1 n'est autre que le tube séminifère. Et c'est ce qui nous amène à la réponse. Le tissu spécifique de l'histologie testiculaire illustré par le document de référence correspond bel et bien à un extrait de la paroi du tube séminifère. Qu'en est-il de la deuxième question? Il nous est demandé de reconnaître les populations cellulaires désignées par les lettres de V à Z. Et pour pouvoir apporter des éléments de réponse à cette question, de préférence, il est préférable plutôt de suivre ou bien de respecter l'évolution de ce processus, une évolution dite centripète, c'est-à-dire qui commence depuis la membrane basale jusqu'à atteindre la lumière. Et en réponse à cette question, nous avons ici la première population concernée par le processus en question, qui est la cellule Z, et il s'agit ici de la spermatogonie. Pour ce qui est de la cellule Y, on parle ici du spermatocyte 1. Pour ce qui est de la cellule X, elle dérive du spermatocyte 1, forcément c'est un spermatocyte 2. Pour ce qui est de la cellule W, c'est une spermatide. Et pour ce qui est de la cellule V, on parle ici du gamète mâle proprement dit, le spermatozoïde.
En continuité avec la question 1, mais intéressons-nous au troisième volet, il nous est demandé de reconnaître le processus à l'origine de la formation de la cellule V. En effet, le terme formation pourrait être remplacé par genèse. Et vous savez que la cellule V correspond au spermatozoïde. En combinant ces deux termes, et c'est la finalité du processus étudié, c'est la formation, la genèse du spermatozoïde. Donc nous sommes ici bel et bien en présence du processus qui est la spermatogenèse. Donc le contenu scientifique en réponse à cette question est le suivant. Le processus menant à la formation de la cellule V correspond à la spermatogenèse. On nous demande dans ce qui suit de reconnaître la phase de la spermatogenèse désignée par le chevron. Vous remarquez ici, d'après la diapositive, que le chevron se situe entre la spermatide et le spermatozoïde. Et durant cette phase, comme ça a été évoqué tout à l'heure, nous assistons à de profonds remaniements cytologiques permettant l'acquisition d'une structure différenciée, raison pour laquelle nous sommes ici en présence d'une phase dite différenciation ou bien spermiogenèse. La phase de la spermatogenèse, désignée par le chevron, correspond à la transition depuis la spermatide vers le spermatozoïde et ça symbolise, comme ça a été évoqué tout à l'heure, ça symbolise la spermiogenèse. Après avoir finalisé l'étude du premier document, nous allons nous intéresser au deuxième document traduisant l'évolution de la quantité d'ADN des cellules de la lignée germinale peuplant le tissu gonadique illustré par le document 1. Mais avant de s'intéresser aux questions qui vont suivre, essayons de décortiquer la signification ou bien la signification derrière l'évolution de cette quantité d'ADN durant les divisions cellulaires caractéristiques de la spermatogenèse. En effet, pour une cellule ayant pour quantité d'ADN estimée à 4 unités arbitraires, il est possible d'observer soit une cellule diploïde n'affichant aucun appariement, et c'est ce qui va correspondre à la spermatogonie, soit à une cellule diploïde affichant un appariement, c'est ce qui correspond au spermatocyte 1. Pour une cellule affichant ou bien ayant une quantité d'ADN estimée à 2 unités arbitraires, il est possible d'observer des cellules diploïdes à chromosomes simples, conséquence directe de la séparation des chromatides sœurs durant l'anaphase de mitose. Mais pour ce qui est d'une cellule, toujours dans le cadre de cellules ayant une quantité d'ADN estimée à 2 unités arbitraires, la deuxième situation consiste à observer des cellules haploïdes à chromosomes dupliqués, conséquence directe de la séparation des chromosomes homologues lors de la division réductionnelle. Donc cette garniture chromosomique peut correspondre au spermatocyte 2. Et pour une cellule ayant une quantité d'ADN estimée à 1 unité arbitraire, nous allons observer des cellules qui sont haploïdes à chromosomes simples et cet aspect ou bien cette garniture correspond soit à une spermatide, soit à un spermatozoïde. Et intéressons-nous maintenant aux questions du présent exercice. En effet, l'auteur nous demande dans un premier temps de délimiter sur le document 2 les zones correspondant aux divisions cellulaires mitotiques et méotiques. Fait intéressant, vous remarquez ici l'existence de motifs répétitifs pour lesquels la quantité d'ADN oscille entre 4 et 2 unités arbitraires. Pour ce qui est des 4 unités arbitraires, vous remarquez ici que la cellule est diploïde. Et malgré la chute de la quantité d'ADN de moitié, on est toujours dans un contexte de diploïdie. Le seul changement notable consiste en une séparation des chromatides sœurs. Donc un tel descriptif correspond bel et bien à une division cellulaire qui se répète à maintes reprises durant la spermatogenèse et on parle ici de la mitose. Pour ce qui est de la zone délimitée en bleu, vous remarquez ici que la quantité d'ADN oscille entre 4 et 2. Mais fait intéressant, on part d'une cellule diploïde à chromosome dupliqué affichant un appariement pour mener à l'obtention de 2 cellules haploïdes à chromosome dupliqué. Un tel comportement chromosomique correspond à la division réductionnelle méotique.
Pour ce qui est de la dernière zone délimitée, nous remarquons ici que la quantité d'ADN oscille entre 2 à 1 et on part d'une cellule haplo à chromosome dupliqué vers une cellule haplo à chromosome simple. Donc l'état de ploïdie a été conservé. Le seul changement notable réside au niveau du nombre des chromatides qui se trouve réduit de moitié. Un tel descriptif correspond en tout point à la division équationnelle. Donc les deux dernières zones délimitées correspondent bel et bien à la méiose. Après avoir délimité les zones et après avoir identifié ou bien après avoir reconnu les populations cellulaires de la lignée germinale, l'auteur nous demande de placer sur le document de référence les lettres W, X, Y et Z désignant les cellules reconnues précédemment. En effet, la cellule qui est engagée dans la mitose n'est autre que la spermatogonie. On parle ici de la spermatogonie symbolisée par la lettre Z. La cellule qui est engagée dans la division réductionnelle est bel et bien le spermatocyte 1. La cellule résultante de la division réductionnelle est bel et bien le spermatocyte 2. Ce qui constitue le point de départ de la division équationnelle qui s'achève par l'obtention des spermatides occupant la dernière partie du tracé est symbolisée par la lettre W. Après avoir finalisé l'étude du deuxième document, on se propose dans ce qui suit d'étudier le comportement chromosomique des cellules germinales engagées dans la spermatogenèse. Et pour ce faire, nous allons traiter un troisième document présentant deux figures, A et B. Et avant de s'intéresser aux questions, il faut noter que par souci de simplification, nous avons réduit au niveau de la cellule souche de la lignée germinale, on parle ici de la spermatogonie, le nombre de chromosomes à 6, dont 2 sont sexuels, facilement repérables du fait de la différence de leur taille. Et intéressons-nous maintenant à la première question. Nous avons ici les schémas, les garnitures chromosomiques et la question consiste à dégager la formule chromosomique de chaque cellule. En effet, pour la cellule représentée par la figure A, vous remarquez ici que le plus petit chromosome qu'est l'Y se trouve dépourvu ou bien en l'absence de son homologue. Ce propos s'applique aux autosomes restants A1 et A2. Cet aspect est révélateur d'une haploïdie symbolisée par la lettre N et pour pouvoir finaliser l'écriture de la formule chromosomique, il suffit de dénombrer les centromères qui sont au nombre de 3, parvenant ainsi à la formule chromosomique suivante N égale à 3 chromosomes. Pour ce qui est de la cellule représentée par la figure B, vous remarquez ici que le chromosome Y est en présence de son homologue, ce qui est révélateur d'une diploïdie. Et ce propos s'applique aussi aux autosomes, aux paires d'autosomes restantes. Donc nous sommes ici en présence d'une cellule diploïde symbolisée par 2N. Pour ce qui est du nombre de chromosomes, il est égal à 6. On nous demande dans un deuxième temps de déterminer l'état des chromosomes. Pour ce qui est de l'état, il suffit ici de décrire ou bien de vérifier si le chromosome est simple ou dupliqué, c'est-à-dire à une ou bien à deux chromatides. La cellule germinale de la figure A, et pour chaque chromosome, nous dénombrons ou bien nous constatons la présence de chromatides sœurs. Le même propos s'applique à la figure B. Donc dans les deux cas de figure, les chromosomes sont bel et bien dupliqués. Qu'en est-il du type de division cellulaire? La figure A, vous remarquez pour la figure A un état d'haploïdie. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, chaque chromosome se trouve dépourvu de son homologue. Et le contexte d'haploïdie s'observe exclusivement lors de la méiose. Pour ce qui est de la figure B, qui affiche une garniture chromosomique vue de dessus, vous remarquez ici que les chromosomes homologues affichent un appariement horizontal. Et le fait d'évoquer le terme appariement, c'est une preuve irréfutable que nous sommes en présence d'une méiose. Qu'en est-il du stade de la division cellulaire? Fait intéressant, pour les deux figures, nous avons un trait commun.
celui d'une disposition des chromosomes au niveau de la plaque équatoriale. Et c'est une caractéristique de toute métaphase. Mais comme ça a été évoqué tout à l'heure, les deux cellules sont en méiose. Donc les deux métaphases sont celles d'une méiose. Mais c'est ce qui va soulever le questionnement suivant. Qu'en est-il de l'identité de chaque métaphase? S'agit-il d'une métaphase de division réductionnelle ou bien d'une métaphase d'une division équationnelle? Pour la figure A, la cellule est haploïde. Ça prouve qu'elle a finalisé sa division réductionnelle et s'est engagée dans la division équationnelle. Et comme illustré par la présente diapositive, vous remarquez selon la chronologie, la division équationnelle survient après la division réductionnelle. Donc la cellule de la figure A est en métaphase de la division équationnelle. Pour ce qui est de la figure B, nous sommes dans un contexte de diploïdie qui prouve que la cellule n'a pas connu encore la séparation des chromosomes homologues et un tel descriptif correspond en tout point à la métaphase de la division réductionnelle. Division équationnelle avant la division réductionnelle, raison pour laquelle la cellule de la figure A est en métaphase 2. Pour ce qui est de la cellule de la figure B, elle est en métaphase 1. Qu'en est-il de l'appellation de chaque cellule germinale? La première cellule, ou bien la cellule de la figure A, est haploïde et elle est en métaphase. Il s'agit bel et bien ici d'un spermatocyte 2. Pour ce qui est de la cellule de la figure B, elle est diploïde, n'a pas connu encore la séparation des chromosomes homologues, en division réductionnelle. Tous ces aspects nous permettent de dire que nous sommes ici en présence d'un spermatocyte 1. Nous arrivons maintenant à la dernière question de la présente évaluation formative pour laquelle le travail demandé consiste à schématiser le comportement chromosomique lors du stade suivant la métaphase et ce selon une vue de face. Pour ce qui est du stade suivant la métaphase qui va suivre la métaphase 2, il s'agit ici de l'anaphase 2, durant laquelle les chromosomes, le lot haploïde de chromosomes dupliqués occupant la plaque équatoriale va connaître un clivage qui va concerner les centromères et c'est ce qui va mener à la séparation des chromatides sœurs comme illustré par la présente diapositive. Donc chaque pôle cellulaire renferme en son sein un lot haploïde de chromosomes simples. Pour ce qui est de la schématisation du comportement chromosomique de la phase survenant après la métaphase 1, on parle ici de l'anaphase 1. Les chromosomes, le lot diploïde de chromosomes dupliqués ayant occupé la plaque équatoriale, les chromosomes homologues vont connaître une séparation. Et comme ça a été évoqué à maintes reprises, le raisonnement doit se faire par rapport à chaque pôle cellulaire. Donc vous remarquez ici que au niveau de chaque pôle cellulaire, chaque chromosome se trouve en l'absence de son homologue, ce qui est caractéristique d'un état haploïde. Fait intéressant, les chromosomes demeurent dupliqués, restent à les séparer et ça va se faire lors de l'anaphase 2. Ainsi s'achève cette séquence d'apprentissage. J'espère qu'elle vous a été utile dans la compréhension de la spermatogenèse. Dans l'espoir de vous revoir, portez-vous bien et à bientôt.